Une femme sous influence, beaucoup de jeux et un invité. Bienvenue dans un épisode hors série de Random Movies. Three filmmakers are fighting to keep cinema alive. That's so random. That's so random. Random. So random. Oh my god, I say random all the time. Are you me? Super weird. Le concept est très simple, c'est un hors-série, donc il y a un seul film proposé cette fois par un invité. Et maintenant qu'on a tous vu ce film, c'est le moment de lui mettre ce qu'il mérite. Et pour ça, je suis avec Mathieu. Bonjour Mathieu. Bonjour Marjorie. Je suis avec Seb. Bonjour Seb. Bonjour Marjorie. Avec notre ingé son Léo. Bonjour Léo. Bonjour Marjorie. Et cette fois, avec un invité en la personne de Joas. Bonjour Joas. Bonjour Joas. Merci beaucoup pour l'invitation, c'est trop cool. Tu te Je sens me à l'aise, réjouis. t'es bien là avec nous, tu te sens un petit peu faisant partie de l'équipe, Un petit peu. un petit peu Pas seulement encore, au fur et à mesure, comme ça, vous allez me mettre... à l'aise. À l'aise. Oh, le tour mort est parfait. Nous allons commencer dès maintenant. C'est parti. Et donc pour ce hors-série, tu nous proposes donc un film qui est Une femme sous influence exactement. de John Cassavetes. Les puristes disent Cassavetes. Mais je crois qu'on va se simplifier la vie et dire Cassavetes. Mais j'ai pas mal hésité. D'abord, je pensais prendre Two Lovers de James Gray. Mais je me suis dit que ça rappellerait trop de mauvais souvenirs à Seb. Ensuite, j'ai hésité avec Le goût de la cerise de Kiarostami. Je me suis dit que ça pourrait être bien. C'est un film que j'aime beaucoup et que peu de personnes ont vu, j'ai l'impression. Est-ce que C'est c'est vrai. votre cas? Je confirme. J'ai pas vu. Mais Non, j'aurais pas bien vu. aimé le J'ai voir. pas vu, non. Et puis voilà, j'ai hésité avec un film de Almodovar, un de Jarmusch. Enfin bref, tout ça pour dire que c'était pas évident de faire mon choix, mais je l'ai fait. Et t'as choisi le pire. Merci à toi. Mais non. T'abuses. Puis ouais, je me réjouis de vous le présenter rapidement et surtout d'entendre vos avis dessus. Absolument. Et de toute façon, il va y avoir un petit peu de critique, de l'analyse et aussi beaucoup de jeux. C'est aussi le principe de ce hors-série entre deux saisons. On va beaucoup s'amuser. En tout cas, c'est censé être au programme. Alors, Joas, au lieu de te présenter de manière classique, on a décidé d'être un petit peu original. Tu vas te présenter en top. C'est-à-dire, je vais laisser tout de suite la parole à Mathieu qui a préparé ces tops pour toi. Top, je suis. Non. Euh, Top. Est-ce que tu peux nous donner ton top 3 des acteurs chauves? Alors, déjà, je me suis rendu compte que les chauves étaient sous-représentés dans l'industrie hollywoodienne. Il a À dit part les le termes. trio, mais je dis les termes. Il dit les termes. À part le trio, Vin Diesel, The Rock et Jason Statham, il y en a pas beaucoup. Mais j'ai choisi Bruce Willis, Classique. surtout pour Die Hard 3, qui est pour moi le meilleur film d'action qui existe. J'ai pris Michel Piccoli, c'est un cas limite. Oui, on est sur une semi-calvache. Exact. On est sur un moine. C'est un cas limite, mais pour moi, pour moi ça compte. Pour moi, c'est une podalides, je les appelle comme ça, c'est cool. Nouvelle modalités. Et j'ai pris John Malkovich. Oui. Oui, Joli. très bon Le chauve, meilleur John chauve. Malkovich. Il Le m'a meilleur chauve. traumatisé dans Les Liaisons dangereuses. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Oui, des Il extraits. joue Oh, on a vu des extraits, ouais. le vicomte. non, je dis oui. Mais Il ouais, joue Valmont. il joue Valmont. Et surtout, il y a Keanu Reeves qui joue dans Sni. Donc voilà. Mais Il joue dans qui? Dans ce nid. et j'en ai dit quoi? J'en ai dit 3. T'es à Allez, trois, mais c'est j'ai- bon. J'ai en bonus Sean Connery vieux quand même parce que Là aussi, on n'est pas sur de la calvasse un petit peu, Mais non? il était chauve à la fin? à la fin ouais, Ah ouais, ok. Ah ouais. carrément, Il n'y a plus beaucoup de cheveux sur le caillou, on peut le dire. hein. on peut le dire. Moi j'avais la femme de Will Smith dans mon top 3, mais... Mais je crois. Oh là là. Tu vas te prendre une mandale, Mathieu. Vraiment, un film où elle a joué, Oh, il a peut-être des grands bras, mais il est long, à mon avis, Marjorie. un film où a joué Jada Pinkett Smith. De quoi? Dis un film où a joué Jada Pinkett Smith. Elle est dans la série Gotham, elle est G.I. dans Joe 2. Matrix, et elle est dans je sais plus quoi. Et voilà, Parce que, Laïta voilà. fait fermer ta gueule. Pas C'est trop de vrai, c'est carrière. vrai qu'il est renseigné sur le cinéma, il sait de quoi il parle, ce gars. Ah bah. Bon, prochain top. Ton top 3 des Godard misogynes. C'est bien. Ce qui est bien, c'est qu'il y en a beaucoup. Alors là ouais, justement, j'avais l'embarras du choix. Mais du coup, je dirais, il y en a un qui est horrible. J'espère pour vous que vous l'avez pas vu, mais Prénom Carmen. C'est Godard, période années 80. C'est toujours très pénible à regarder. Et puis, ouais, c'est une femme fatale. Enfin, ouais, c'est dispensable.
je recommande pas. Et sinon, je pense qu'on peut dire tout simplement Pierrot le Fou et À bout de souffle. Pas besoin d'aller chercher trop loin. Non, Clairement. C'est pas mal, le déjà. prénom de ta mère, justement, C'est le ça. prénom de ma daronne. C'est effectivement. Ah, bah, Carmen, c'est effectivement le prénom de ma Tu veux pas daronne. lui offrir un DVD à Noël Un pour le coffret remercier? collector. Ok, ouais, non. Top 3 des acteurs éclatés, mais dans des bons films. Mais j'en ai pas trouvé beaucoup. Parce que, bah, franchement, c'est quasiment impossible que je trouve un film vraiment bien si un des acteurs principaux joue mal. Enfin, je sais pas. Mais j'avais un exemple. C'est Béatrice Dalle dans Night on Earth de Jarmusch. C'est horrible. Elle joue une femme aveugle. Elle me met hyper mal à l'aise. Elle joue méga mal. Et voilà. Mais heureusement, c'est un film à sketch. Du coup, elle joue pas tout le long du film. Ah, beau. Donc ça passe. Mais j'ai pas trouvé d'autres exemples. Je sais pas si vous en avez en tête, vous. Mais Moi, j'ai Keanu Reeves, Ouais, qui qui est très mauvais. Les films sont pas dégueux généralement. oui, ouais, ok, ouais, ça se tient. Moi, j'ai genre Reese Witherspoon. Je la déteste vraiment. Et c'est vrai que dans Walk the Line, le film. Oui, Mais je trouve qu'elle est affreuse dedans. En plus, elle gagne un Oscar. Et je trouve vraiment que la performance est dégueulasse, quoi. Mais sinon, c'est vrai que c'est un truc dur. C'est difficile parce que t'as raison. Si l'acteur est mauvais, ça va dépeindre, enfin, ça va se répercuter sur tout le film. Bah, j'ai A priori. l'impression, en tout cas dans les rôles principaux. Après, sinon, bon, je trouve pas que le film il est incroyable, mais Tobey Maguire dans Babylone. La Oui. bête de film, acteur de merde. Bah, le film, Ouais. le film est bon, Ah, non. tu vois, mais je trouve que Tobey Maguire a absolument éclaté dedans. Quoi. Ouais, bon, moi j'ai pas trop kiffé, mais. Mais heureusement qu'il passe juste une tête Mais de c'est quand ce même qui- 35 minutes, c'est un peu long. Ouais, Oui. putain, mec. C'est ce qui se passe des fois quand un bon réal qui a fait un bon film prend un acteur qui est moins ouf et lui donne un rôle. Des fois, ça le fait briller. Jean-Marc Wahlberg dans Les Infiltrés, il trouve un excellent rôle. Puis des fois, c'est un peu. Mais tu arrêtes meh. avec Mark Wahlberg, c'est fou ça. C'est bon, on a défini qu'il avait fait des bons rôles. Il a fait Boogie Night avant Les Infiltrés. The quoi. Fighter. Mais et j'y les pense, parties. vu qu'on parle de Babylone et Damien Chazelle. Dans Les Chauves, j'aurais pu mettre aussi J.K. Simmons qui fait Oui, absolument, Excellent, excellent dans acteur, Whiplash. ouais. Là. Ouais, exactement. Voilà. C'est juste, je le confonds avec John Malkovich. Tout à fait. Ah ouais. Je sais pas pourquoi. Il y a un chauve anglais, un chauve américain. C'est ça. Ils se ressemblent un petit peu tous, hein, on va pas se mentir. Heureusement qu'on parle des chauves. Hein. Oh, ce chauvinisme. Oh, Du coup, l'inverse, le top 3 des acteurs incroyables, mais dans des films de merde. Alors, j'ai pris Scarlett Johansson dans Lucie de Luc Besson. Ok, ouais. Oui. Non. oui. Oui. Oui, non, je suis d'accord. Enfin, je trouve J'ai vraiment pas qu'il vu est, Lucie, mais il oui. est horrible ce film. J'avais Et alors vu. que Scarlett Johansson, ouais, c'est vrai, ça marche J'aime bien. Ça J'aime marche bien, bien. oui. j'ai pris. Je sais que Mathieu va être d'accord avec moi. Enfin, j'espère. Cillian Murphy dans Oppenheimer. Ah, J'ai détesté Mais Oppenheimer. non. Oh, t'es le premier que je rencontre qui aime encore moins que moi. Moi, Non, ça va. moi j'ai Non, juste trouvé ça j'exagère. très osef, mais. J'exagère, mais c'est surtout plus j'y pense, moins j'ai aimé, je crois. Mais voilà. Et le troisième, on est dans le thème, Cassavetes dans The Fury de De Palma, c'est bien. où à la fin sa tête explose littéralement. Ah, mais il y a Jenna Rolland aussi dedans. Non, Non, Jenna Rolland, elle a pas passé une tête chez De Palma. pas à ma Il me connaissance. semblait que c'était dans The Fury. J'ai pas vu le film justement, mais. Mais ouais, du coup, ne regardez pas The Fury de Palma. C'est C'est tout à fait, fait dispensable. c'est trop Et en tard. plus, je vous ai spoilé la fin avec la tête de Cassavetes qui explose. Comme ça, on regardera pas comme ça. Ah, c'est vrai que De Palma, des fois, c'est un peu un coup sur deux. Hein. Ouais. On en a vu beaucoup là. Il fait autant des films incroyables que. Oui, c'est assez surprenant. de- C'est assez fou comment L'écart il peut. entre. Il a fait quoi dernièrement? Bah, pas grand chose dernièrement. De Palma, on en parlait pour le réalisateur de Savages. Passé 2000, ça devient très compliqué ce qu'il fait. Hein. Oliver Stone, ça devient très compliqué. Hein. Ça fait 20 ans qu'ils n'ont pas fait des films. Mais non, mais moi je vois la différence entre Blowout ou bon, Raising Cain, un film que je connais bien, c'est assez abusé quand ce gars, Mhm. soit c'est une fulgurance, soit c'est de la merde. Tout à fait. Ouais, c'est vrai que. Tout à fait. On aurait presque pu le mettre dans le top des films misogynes. On peut faire un top misogyne de Palma. Je trouve qu'il y Ouais, a oui. quand Ouais, même il y a plusieurs un souci, moments hein. qui sont vraiment tendus. Un souci, ouais. Ouais, il n'y a pas beaucoup de films. Ne Pas serait-ce beaucoup de que- films qui passent MeToo avec De Palma. hein. Ouais, effectivement. Top 3 des films que tu clames avoir vus alors que non. C'est peut-être le moment de te ridiculiser devant toute l'Uni, parce qu'on Ouais. a l'entier de l'Uni comme audience. Ouais. Alors, bon, ça va. Mais le Parrain 3, et même le 2, je suis pas sûr d'avoir vu en entier. Et je dis tout le temps que j'ai vu la trilogie. et que- Ouais, bah Mais ça- à part ça, vrai truc, le Parrain 3, j'ai jamais fini. Ouais, J'ai bah, jamais réussi à le finir. Mais en même temps, je crois que c'est le moins bon. Enfin, c'est ce que j'ai entendu dire, donc. Je l'ai pas vu, toujours. J'ai pas réussi à Et le le finir. 2, je sais que je l'ai vu en clip. Ok, ouais.
Ouais, le 2, il est chiant. Mais- 340. Ouais. Puis moi, le 1, j'ai trop de la peine. Non, le 1, il est trop bien. Le 1, ça J'arrive va, pas à c'est me bien. mettre dedans. Moi, C'est- genre Marlon Brando, Oui. c'est genre vraiment un truc qui m'a fait kiffer le cinéma de voir Marlon Brando. Ah ouais. Ah, j'adore. Non, mais faut que je reprenne. Ça va pas. Ensuite, tous les Matrix. J'ai vu le premier, mais je m'en souviens pas très bien. Et alors que c'est pas pour me vanter, hein, mais j'ai chillé avec Lambert Wilson à Locarno, qui joue dans les Le Matrix. mérovingien. Et tu lui as dit, vous étiez quand même vachement bien chez les Wachowski. Il a dit merci. Attends, on a besoin de contextualisation. C'est quoi cette anecdote-là? Bah, écoute, Lambert Wilson était dans le jury officiel du festival de Locarno, j'étais aussi. Et voilà, on a passé des Oui, petits parce que moments Joas, ensemble. c'est quelqu'un. Bah, Joas, attends, c'est ouais. quelqu'un. Eh, quand même. Joas, c'est un peu the gars. Quoi. Genre, C'est si un tu connais peu pas the gars, Joas, ouais. Lambert Wilson fait actuellement un podcast. Il dit, j'ai chillé avec Joas, moi, à Locarno. Bon, Apocalypse Now, j'ai pendant longtemps fait genre que je l'avais vu, mais je l'ai enfin réellement vu, donc ça c'est bon. Et j'ai aussi la liste de Schindler, jamais vu la liste de Schindler. Ah, on est deux. On est 3. 4. Bah, T'as eh pas vu, bien, toi, ça pour une fois que j'ai vu un film que vous n'avez pas vu, et vous savez pas dans quel contexte je l'ai vu. Je l'ai vu dans un contexte scolaire où notre prof s'est dit Joyeux Noël, comme c'est dernier cours avant la fin de l'année, je vous montre la liste de Schindler. Incroyable prof qui est vraiment qui a le feeling pour gérer une classe, je trouvais de manière Nous, c'était générale. American History X. C'était pas plus fun, hein, franchement. Alors, si je peux rebondir, moi, la liste de Schindler, j'ai failli le voir. J'étais dans un voyage organisé par une école où on faisait. Il n'y a pas de bonne manière de le vendre. On faisait un tour du nazisme. On faisait un tour de tous les endroits importants. tout simplement. Voilà. Et je sais plus si on allait ou si on revenait de Auschwitz. Et il y avait 4 heures de route et il s'est dit, liste de Schindler. Et finalement, ça l'a pas fait parce que je crois que tout le monde dormait et du coup, il l'a pas passé. Mais j'ai failli voir la liste de Schindler en allant ou en revenant d'Auschwitz, je sais plus, sur un petit écran de bus en français avec un son qui crachote et l'autoroute du coup polonaise autour. Vraiment, les meilleures conditions pour voir un Spielberg de 3h40, je crois. C'est ce qu'on appelle une lumineuse journée que t'aurais Ouais, passé. on est arrivé vers 8h15, il y avait que des vieux et un petit crachin et tous envie de crever vraiment. On dit, ah, il se fait froid, c'est nul et tout. Voilà. J'aime beaucoup le taille du crachin qui Le donne vraiment crachin. l'ambiance Le générale. crachin, c'est important, ouais. T'as encore un autre top, Mathieu? Oui, le top 3 des découvertes de l'année que tu as fait comme réalisateur ou réalisatrice ou acteur, actrice. Ouais. Alors, j'ai vu l'autre jour Anatomie d'une chute de Justine Triet et c'est génial. Et ça m'a donné envie du coup de voir ses films précédents parce que je ne connaissais pas Justine Triet. Et voilà. Est-ce que vous l'avez vu ou pas encore? Je l'ai vu hier soir, Anatomie d'une chute, c'est très bien. Ouais. Mais j'ai préféré Victoria, qui est son deuxième. Ah bah voilà, je me réjouis de découvrir ces autres films parce que j'ai trouvé... Victoria, c'est avec Virginie Fira? Exactement. Ah oui, ok. Exactement. Il paraît qu'il est très très bien. Oui. Ouais, ok. Et sinon, une autre découverte, même si c'est méga connu et que je m'y mets un peu tard... et James c'est- Cameron, bon. Hitchcock. Spielberg. Non, c'est une série et c'est super. C'est Succession. Ah oui. Ah oui. Donc voilà, je viens de commencer et c'est super. Et sinon, comme réalisateur, je dirais Lantimos que j'ai découvert cette année et j'ai tout vu. Et j'ai beaucoup aimé vous entendre parler de Canine. Et voilà, je me réjouis de son prochain film. Je ne sais pas si vous avez Pour vu le Things. teaser. Ouais, pour Things, ça va être une Ouais, dinguerie, ouais. Ouais. C'est Très, clairement très bon réal. le hein, podcast qui t'a mis sur le chemin de l'Antimos, tu peux nous dire? Oui. Non. oui. Fais de la pub, fais de la pub. Si on est fini de ces petits tops, comme ça on te connaît un petit peu mieux. Alors on ne sait pas à quel âge tu as, ce que tu fais dans la vie, mais au moins on sait quels sont tes 3 acteurs chauves préférés. Merci pour ces informations. Et on va tout de suite enchaîner sur un petit jeu, un nouveau petit jeu qu'on n'a encore jamais fait dans cette émission. Un petit jeu que Seb nous propose, à savoir Peu cher cette histoire. Effectivement, le jeu peu cher cette histoire parce qu'on a toujours des méga idées de titres. Donc je vais essayer de... Je suis tellement nul pour expliquer des règles, mais on va essayer. Donc en gros, je vais vous dire un film de base, ok? Ça se joue avec les budgets de film. Un film de base, je vais même pas vous dire le budget de ce film. Ensuite, je vais vous donner un deuxième film. Et ce que vous devrez faire, c'est me dire si le deuxième film est plus cher ou moins cher. Point bonus, si vous trouvez dans une fourchette, allez, on va dire de plus ou moins 10%, le budget du film. C'est mieux de commencer. Ok. Plus ou moins 10%, c'est ultra tight pour trouver des budgets de films. c'est assez Louis, inquiétant. hein. Plus ou moins 10 millions. Ouais, mais mec, Ça ça dépend. dépend les films. Quoi, Ça dépend genre. les films, Pas ça. mieux. On va commencer, on va voir comment ça se passe. Donc le film de base, Bienvenue chez les Ch'tis. Mhm. Ok. Ok. Est-ce que quelqu'un veut essayer de donner un prix à peu près? 25 millions dans ces eaux-là. 25 millions? Attends. 32. 32? Juste 32 euros. Non, 15 millions.
15 millions? Ouais. On parle tout le temps. Alors oui, important, on parle en dollars et j'ai pas pris en compte l'inflation parce que je suis T'as pas pas un honte économiste non plus. T'as pas honte? Ok, donc 1 dollar égale 1 euro. Quoi? 1 dollar égale 1 euro, c'est ça ce que tu fais comme. Non, pas vraiment, du tout. on est en dollars, mais j'ai pas pris en inflation parce qu'il y aura des films plus vieux. J'ai pas Ah, pris. c'est Ouais. ça que tu disais. Ok. Du coup, Et moi, je sais pas, je veux dire 29 millions. eh ben, c'était Joas qui était le plus proche parce que c'était 14,4 millions. Oh, de bravo. dollars. Oh. Fort, J'ai dit fort. 15. Ouais, du Oui. coup 14,4, elle est trop Ok. fort. À 10%. Sympa. c'est- Et du coup, est-ce que Star Wars 4, donc le premier qui est sorti, c'est plus cher ou moins cher? Plus. C'est moins cher. Je dirais plus, mais la blague là, c'est que ça va forcément être moins. Non, Star Wars est moins Oui, cher. parce que sinon, je suis c'est pas sûr. très drôle. Non, Et mais- non, c'était plus 120 millions. Il y a beaucoup de films qui vont Bah venir, alors. il y aura des blagues. Trop bizarre. Plus ou moins, plus ou moins. Star Wars était moins cher que ça, je suis persuadé. Moi, je vais Non. dire plus pour Moi, tomber dans le panneau. Ouais, voilà. Je tombe aussi dans le panneau. Vas-y, Plus. moi, je décide d'être clairvoyante, moins. Allez, tous ensemble, vous dites un prix ensemble. 10 millions. 2 milliards. 60 millions. Star Wars, il y a quelques millions, c'est ridicule. Je pense que c'est moins de 10, je pense. Alors, le gars il dit 10 millions, c'est ridicule, pardon, mec, il est riche. Non, mais Il a je sa pense que c'est pétasse. moins de 10 pour le résultat final Allez, qui, moins de est, 10. qui est ouf. Alors, effectivement, c'était 11 millions de dollars. Bravo Marjorie et Mathieu. Mais maintenant, Ah. est-ce que Terminator 1, c'est moins cher ou plus cher que Star Wars? Ça, Ah, c'est joli. Ah, c'est dur. Terminator 1, c'est plus cher, Moi, je je dis pense. plus 18 Il millions. y a le cachet de Schwarzenegger quand même. Ouais, on va faire comme Léo, vous dites plus et vous dites le prix que vous pensez parce qu'on va faire à Parfait. chaque fois 2 tours. Ok. Donc on part de 11 là. pour On Star part de Wars. 11, ouais. Moi, je dis 20 millions. Plus. Plus 33 millions. Plus 34, j'allais dire, donc je suis pas loin, mais bon, plus 34. Moins 6,8 millions. Bah Eh alors. ouais, eh oui, c'est plein de surprises. Mais Qui a vu maintenant... Terminator ici? Moi. Bah, moi, ouais, moi. Ah, ça fait partie des tops là, que je peux mettre. C'est chouette que tout le monde lève la main, tout le Oui, monde a la c'est même voix. Vous êtes contents, chers auditeurs, d'apprendre que Que une deux espèce de personnes ici une ont masse vu. en forme unanime a dit moi. On sait pas qui. Random Movies, un podcast auditif. Ok, du coup, maintenant, les tuches. Le premier, Le premier, ouais. Tuche, le premier. 200 millions. à peu près, ouais. C'est sûr, non? Ouais, ouais, t'inquiète. hein. Les piles, prends-moi les piles. C'est pour les frites. Tu vois la fontaine de Suze? Juste Oh. ça coûte 100 millions, mec, c'est sûr. Ah ouais, bah oui. Mais c'est un expert en Suze en plus. Ah ouais, bien sûr. Non, mais tu vas dans le Jura, ça coûte pas tant que ça. Je pense que les tuches, c'est plus cher que le premier Terminator. Tuches et tu dis un prix. Et donc, je dirais un bon petit 11 millions pour le cachet de Jean-Paul Rouve. Oh. Ouais, moi, mais je les dis- tuches depuis à la crise et tout ça, je pense que c'est plus cher que les ch'tis. Pas proportionnellement, mais en chiffres, je pense qu'on est près des 20. Moi, je dis plus 27. Plus 12. Putain, c'était très très chaud. Hein. Plus 12,4. Putain, j'ai Waouh. failli gagner, tu Et m'as les volé la tuches, c'est vedette. moins cher 10 ans après que les ch'tis. Putain, mais comme il a cachetonné Danny Boone. Ok, maintenant on va quitter le continent européen et se diriger vers le film You've Got Mail avec Tom Hanks et Meg Ryan. Vous avez un message donc. You've got a mail. Ouais. Ouais, ok. Ok, j'ai entendu You've You've got Got Merde. Oui, et après je me suis dit non, j'ai compris You've got merle. Vous avez un oiseau. You've Got Mail. Ok. Donc là, il faut qu'on. Donc c'est une balance. bonne comédie romantique années 90. Ça se passe dans quelle ville? Ça va changer le Seattle, prix. Ça change tout, ça. Seattle, c'est pas le Ouais, bon film. The change United States. Je sais pas, dans Sacré une liste. ville des États-Unis, je sais plus. Ok. Mais avec Tom Hanks et Meg Ryan. Il y a déjà eu quand Harry rencontre Sally. Hein. Oui, il y a déjà eu quand Ouais, donc Meg Ryan, elle coûte une couille, je pense. Oui, mais Il y a facile 30 millions, je pense. 30 millions. 22. Plus, toujours plus. Mhm. Un petit peu plus. Attends voir. Je vais dire 34 millions. Ok, toujours plus. Non. 17. Et c'était 65 millions. Oh Oui, ça coûte cher de prendre Meg Ryan et Tom Hanks dans le même film. Et voilà pourquoi 65 millions pour une comédie romantique. Du coup, maintenant, peut-être que ça, vous connaissez peut-être, vous saurez peut-être un peu plus le prix, mais le film qui est sorti l'année passée, Everything, Everywhere, All at Once. Franchement, je sens que c'était cher ce truc quand même, avec tous les costumes, tous les décors. J'ai envie de me dire que. Il dure 4 heures. Non, 3 heures. Ouais, il est très long, ouais. Il est assez long. Est-ce qu'on dépasse là? Ah bah non, je peux pas te demander. Donc là, on est à 60 millions, puis il faut dire plus ou moins. 65 millions. Est-ce que c'est plus ou moins? Ah, c'est moins. Non, c'est moins. C'est quand même moins. C'est moins, je crois que c'est moins de 30. Je vais dire 20. 20. Moi, je vais dire 40 millions. Et je rajoute qu'on dirait vraiment un jeu de gros Mais richetos qui achètent des trucs et des Ah, immeubles. C'est un Monopoly fancy. vraiment- Hein. Putain, let's go. Moins 52.
Plus 70. Et c'est Mathieu qui gagne, c'était 25 millions. Effectivement, il y a Bravo. un gars qui a fait le montage tout seul chez lui. Ah oui, Qui c'est était vrai. inconnu. Tous ceux qui ont vu ce Ouais. film ont déjà fait une crise d'épilepsie au visionnage, t'imagines au montage. Putain, Mais il y a des vidéos sur YouTube du mec qui a tout fait tout seul et tu le vois juste se filmer en train de faire le montage. Ouais, non, mais Je c'est pense abusé. qu'il faut voir ça en timelapse. Non, mais c'est un gros malade. Ah, non, Enfin, c'est un psychopathe. Hein. Il a diffusé la photo de son montage. Ça fait peur en fait. Le La gars il était timeline, seul genre chez lui. Ouais. Ouais, l'écran de. Ouais, Ouais, c'est un ouais, truc tu de c'est un m'étonnes. truc de malade. Tu m'étonnes. Ok, c'est on vraiment va- le film où il y a le plus de couples et il aurait le plus fallu une équipe, quoi. Ouais. C'est pas Oui, c'est non. 1917, quoi. Non, C'est le pas gars- You Got a Mail typiquement. Ok, on va activer un peu. Kill Bill. Kill Bill. Alors là, on est à Là, on 25 est à millions. 25 là millions, Ouais. 25 millions. Ok, Kill Bill, mais j'ai aucune idée. Enfin, je suis Kill Bill, chiée à ce jeu. juste le 1 ou le doublé? Le 1. Je balance, j'en ai aucune idée. 15 millions. 15 millions, Donc moins. 25, moi je dis pareil. Pareil. 40 plus. Ok, 40 plus. 12. Il y a plus d'efforts. tous. Ouais, c'était 30 millions, c'était plus. C'est Mathieu qui gagne cette manche. On y va. The Green Hornet de Michel Gondry avec Seth Rogen. Ah oui, je l'ai vu, lui. Putain, il y a une conversion en 3D pour ce film, ça a dû coûter trop cher. Donc, quoi qu'il arrive, quoi que soit le prix, sachez que c'était un beat monumental. Ah, tu m'étonnes. Ah, quoi que ça soit a le prix. flingué Gondry pendant 10 ans, ça. Ça a coûté 60 millions, je pense. Un truc 60 comme ça. millions, Pas sur un 54. 54. Ma technique, c'est d'être plus ou moins dans les environs de Mathieu. Ça se voit que Marjorie. Qui n'a mis que elle 2 se points cache sur là. 12. Exactement. Mais toi, tu as tout de suite les bons facteurs. T'es là, C'est attends, vrai. peut-être qu'elle a coûté plus cher, puis suivant l'époque, l'inflation, la crise des subprimes. Moi, je suis pas du tout à ce niveau-là. 12. C'est comme Chabat, le chiffre 12 le fait rire, du coup. 65. 120 millions. J'ai 120 gagné. Ah, millions. ouais. Ok. T'as gagné, mais t'as dit 2 fois moins, Le techniquement. Roi Lion J'ai gagné en quand même. 2019. Oui, bon, bah ça a explosé Ça, je les sais. scores. Ouais, Le Roi Lion 2019 2019. Ah oui, le live machin. On est là. au-delà de 100 millions, de toute façon. Non, il y a moyen. 200 millions, Je même. dirais 140,6. Oh là là. Putain, si c'est ça. Putain, le HPI, Attention, regarde pas mes- 140,6. Regarde pas mes notes, Joas. 150 millions et ça tape le milliard, c'est ultra rentable pour eux. Moi, je dirais 140,6 parce que je sais que Joas a regardé les réponses de Seb. J'ai peut-être Non. mal triché. Je vais dire 145. Ouais. 182. Eh bien, Joas est un piètre tricheur parce Ah, que merde. c'était 260 millions. Ah, J'ai hésité à dire 200 C'est- millions. Carrément un des films les plus chers de l'histoire, en fait. Ça a coûté 10 fois plus qu'Everything Everywhere et il n'y a pas d'émotion. mais c'est quoi le film le plus cher de l'histoire? C'est Pirates des Caraïbes, la fontaine de Jouvence. Là. Ah, ouais. le 4. Avatar, Le 4. c'est pas. C'est Non, Avatar 2. 360 millions. C'est le... pas Avatar 2 pas Avatar. Ah, attends, peut-être. Il faut vous c'est dire que sur James 360 millions, Johnny Depp il en coûte déjà 55, un truc comme ça. Ouais. Et pareil, Avengers c'est traître les derniers parce que c'est un C'est budget pour Downey les Jr., deux. ouais. Mais Downey Jr. en vaut 60, mais Ouais. pour les deux films, je peux pas compter. Mais je pense que Pirates des Caraïbes c'est pas mal. Je crois que c'est le dernier Pirates des Caraïbes. c'est Avengers Endgame qui a coûté 356 millions de dollars. Juste Endgame. Ouais. fort. Ah, Donc il y a bah, presque bah, 1 milliard pour faire 2 films. Si on double avec Infinity War. Putain. Oui. Bah, heureusement qu'ils ont fait 2 fois 1 milliard. truc Comprends de pourquoi est-ce qu'il malade. continue. Ok, est-ce que ça a coûté moins cher Ready Player One de Spielberg? Moins. Moins Ouais, moi. C'était quoi 280 la base 260 210. Ah oui, moins. 210 moi je C'est une dis. bonne question, ça. hein. 270 Moins Parce- 160. On est quand même dans un monde tout à fait recréé. Ah, je vais tenter de dire plus. Combien Attends, on est à combien là on est à... 260. Alors, on tente un petit 265, juste Ok, pour le ok. beau jeu. Et pour être la seule à perdre autour de cette table. 12. 112. 112, ok, 112. Moi, j'ai dit 120. 120, c'était 175 millions. C'est quand même Ah, très ouais. cher. Ok. Les gars, on arrive à la fin, restez avec moi, restez avec moi. On est alors, avec là. toi, on est avec toi. Ah, let's go. Green Lantern. Ah. Oh. Putain, mais t'as pris que des naufrages en fait. Alors là, Ouais, après, on joue au jeu à combien ils ont rapporté. Donc on est à, Et 100... là, Joas peut vraiment dire 12 euros. on est à 170 là. 175. Green Lantern c'est plus. Moi je dis 200. Bon, on est en 2011. Je dis 220 millions. Moi, je refuse de croire qu'il a coûté plus cher, donc moi, je dis moins 120 millions. 120 millions. 93 millions. 93 millions. 75. C'était plus. 200 millions. Mais what 200 millions. Et du coup, le dernier, est-ce que Titanic, ça coûtait plus cher ou moins cher que Green Lantern? Très, très bonne question. Moins cher. Beaucoup moins cher, je pense. C'est quoi, 200 millions, on a dit Ouais. Moi, je dis 170. Ils ont... Enfin, je me rends plus compte de la ont créé grandeur des décors. Ils ont créé un bassin Ouais, ils ont avec créé- C'est le... ça. Ouais, quand même. Mais est-ce que ça coûte plus cher que tout faire en studio et de rajouter un CGI derrière? Bah, il n'y avait pas de CGI. Il y a beaucoup de maquettes, mais je pense que les tournages dans l'eau, tu dois doubler le prix du C'était en 98. du hein. plan. Donc, Moi, je dirais plus quand même. Avec,
Ah, mais DiCaprio n'était pas encore si connu que ça en plus. Si, il Ouais, était un quand peu même. sur le Quand début. même, il avait déjà Il été est C'est pas avec méga celui-là caché. vraiment qu'il est ultra connu. il Donc, avait déjà été nommé aux Oscars avant. ouais. On va dire un petit 215 millions. Non, Euh, c'est faux. Je viens de dire une connerie. Non, mais je dirais ouais, 220. Ok. C'était quoi déjà celui d'avant 200 millions. 200, ok. Total licence 70, 170, moi je dis moins, ouais. je dirais 140. Et c'était le même prix. 200 Mais millions. non. Eh ouais. Et donc, je Green gagne. Lantern et Titanic, ça coûte le même prix. Il y avait des embuscades. C'est ouf. C'est un truc de voilà. Bah voilà, c'est tout ce que j'avais à vous Mais proposer. c'était J'espère un que bon petit voilà. jeu de droite, merci. Ouais, c'était vraiment très droite. Hein. À la fin, vous donniez combien vous mettiez pour le film. Non, je mets pas plus que 170 millions. Allez, c'est mort. c'est mort. Merci beaucoup pour ce petit jeu peu cher cette histoire. On espère qu'on aura l'occasion de le refaire. Et maintenant, c'est le moment de passer quand même à un petit peu de critique, un petit peu d'analyse de film, parce qu'on Parce est qu'on est aussi un là pour podcast de ça. cinéma. Avant tout, on est un podcast de cinéma, et donc on va parler du film que Joas propose, à savoir Une femme sous influence. This is Mabel. I love you, honey. For, you know everybody? This is Mabel for everybody. Mabel. Mabel's not crazy. She's unusual. Tell me what you want me to be, how you want me to be. I can be that. I can be anything. You tell me, Nicky. Mabel's a delicate, sensitive woman. And the reason I'm worried is that you've been acting a little strange. I wonder if you've been aware of that or not. Ouais, alors je commence avec une petite présentation du réalisateur. John Cassavetes est donc un réalisateur et acteur américain né en 1929. Il fait des études d'art dramatique et commence tant bien que mal une carrière d'acteur à New York, d'abord avec quelques rôles au théâtre, puis à la télévision. En tant qu'acteur, il est connu pour ses rôles dans ses propres films, par exemple Love Streams, Husbands ou Opening Night, mais aussi pour ses rôles dans des films d'autres réalisateurs comme Les 12 salopards de Robert Aldrich, Rosemary's Baby de Polanski et, je l'ai cité avant, The Fury de Brian De Palma. Il a joué dans plusieurs séries télévisées, notamment pour financer ses propres films. Et d'ailleurs, fun fact, il a joué dans un épisode de l'Inspecteur Columbo. On va en reparler après parce que dans Une femme sous influence, il y a Peter Falk qui est Columbo himself. Et voilà, ça c'est pour, mais c'est pour sa carrière d'acteur. Mais on le connaît surtout pour les films qu'il a réalisés. Il commence en 1959 avec Shadows, film qui a coûté $40 000. Donc, ouais, C'est pas cher. c'est pas cher. J'aurais pas pu le Par mettre dans le rapport jeu. à Hein. C'est vraiment pas cher. Plus ou moins que Green Lantern. Plus ou moins que la voiture de la mère de Mathieu. Non, j'arrête cette blague. Donc, film qui a coûté $40 000, filmé en 16 mm, en grande partie en extérieur, loin des grands studios et interprété par des acteurs non professionnels. Avec ce film, il signe ce qu'on a souvent considéré comme le manifeste du nouveau cinéma américain indépendant et dont il est le représentant, le pionnier. Ce premier film présente déjà de nombreux éléments stylistiques que l'on retrouvera dans ses films suivants. Par exemple, le fait de laisser tourner très longtemps la caméra pour faire oublier aux acteurs et actrices qu'elle est là et chercher un effet de naturel, une spontanéité. Aussi les très gros plans sur les visages, une caméra extrêmement mobile. On en reparlera plus tard, mais voilà. En 1954, il se marie avec Gina Rowlands, qui jouera dans 6 de ses 12 films, si j'ai bien compté. Et en 1970, débute sa collaboration avec Peter Falk. Voilà. Ah oui, si jamais, c'est le premier épisode de la saison 2, pour les curieux, l'inspecteur Columbo. Voilà. Il a pris le contrôle du podcast, quoi. C'est plus hors série, c'est la saison 2. Ok. Vous, mes auditeurs. Et voilà, il a toujours travaillé avec une équipe extrêmement fidèle tout au long de sa carrière, justement avec Gina Rowlands qui joue dans beaucoup de ses films. Il y a aussi Ben Gazzara qui joue dans plusieurs de ses films, Peter Falk et Seymour Cassel. C'est un peu les principaux qui reviennent dans tous les films. Et j'en cite quelques-uns. Les plus connus, c'est, je pense, en 1976, Meurtre d'un bookmaker chinois. Gloria, qui est assez connue, en 1980.
Love Streams en 1984, et voilà. Mais donc, il n'a pas fait tant de films que ça. Sa carrière s'étend donc de 1959 à 1985 et il a fait 12 films. Et toute sa vie, il a lutté contre le cinéma commercial et a réalisé ses films en dehors donc, du système hollywoodien qui, selon lui, produisait des films qui ne reflétaient pas la réalité. Il a toujours cherché justement à être au plus proche de la réalité. J'en viens donc à Une femme sous influence, son 7e film et sans doute le plus célèbre de sa filmographie. Je l'ai choisi parce que c'est un de mes films préférés, mais surtout parce que c'est un film qui ne laisse pas indifférent, selon moi. Un film qui peut par moments être pénible à regarder, mais qui a une force assez incroyable et qui repose notamment sur la performance de Gina Rowlands. Je me réjouis de voir ce que vous en avez pensé. Et pour faire rapidement la jeunesse du film, le projet est né en 1972 et c'est d'abord sous la forme d'une pièce de théâtre qui devait être jouée sur 3 soirs consécutifs. C'était un projet trop ambitieux qui ne voit pas le jour, notamment parce que Gina Rowlands refuse, et on la comprend, de jouer tous les soirs ce rôle au théâtre. Et comme je l'ai dit avant, donc, une vraie complicité se développe entre Peter Falk et Cassavetes dès 1970. Et d'ailleurs, en 1973, quand Cassavetes doit rassembler le budget du film, Peter Falk le cofinancera à part égale. Il met $125,000. Donc, le film a coûté $250,000. C'est un vrai pote. Ce qui est, c'est un vrai pote déjà. Real buddy. Mais ça reste très peu. Et puis voilà, même si c'est son 7e film, c'est un film un peu bricolé. Enfin, c'est un film indépendant fait avec une petite équipe, avec ses amis. Et voilà. Ouais, c'est un court-métrage étudiant, quoi. C'est vraiment J'aime comme ça, quoi. C'est vraiment genre, on vient sur la caméra, on filme dans le jardin, mec. C'est un peu ça. Mais j'ai entendu dire que l'ambiance sur le tournage était pas terrible. Parce que, voilà. Mais oui, parce qu'il avait des méthodes de travail assez intenses. C'est-à-dire que les acteurs et actrices pouvaient absolument pas parler de leur vie privée sur le tournage. Ils devaient être constamment dans la peau de leur personnage. Enfin bref, j'ai vu des témoignages qui disaient que c'était pénible, quoi. Ça nous rappelle un peu Stanley Kubrick sur certains points. Ça nous rappelle un peu un podcast avec Marjorie. Hein. On vous dit pas le calvaire que c'est derrière. On vous dit pas. Pardon. Ah oui, et voilà, Cassavetes a hypothéqué sa maison pour faire ce film, tout ouf. simplement, Parce qu'il a toujours refusé de travailler avec les studios, et voilà, donc Ça il fait devait pas se les choses à débrouiller. moitié. Ouais, exactement. Une femme sous influence, c'est donc l'histoire de Mabel, jouée par Gina Rowlands, et son mari Nick, interprété par Peter Falk, qui vivent tous les deux à Los Angeles avec leurs 3 enfants. Elle est femme au foyer et lui ouvrier. Nick décrit sa femme de la façon suivante dès les premières images du film, ou presque. Mabel est fragile et sensible. Mabel n'est pas cinglée, elle est différente. Le film s'ouvre alors que Nick est sur un chantier et que Mabel laisse ses enfants à sa mère et se prépare à passer la soirée avec son mari. Mais voilà que Nick est retenu par le travail et ne peut pas rentrer à la maison. Et c'est cet imprévu qui est l'élément déclencheur. Mabel se retrouve seule et c'est ce qui va provoquer la première crise de Mabel dans le film, qui va sortir, boire et séduire un inconnu. Et tout au long du film, elle subit en quelque sorte les tensions que lui impose son rôle à la fois de mère, de femme au foyer et d'épouse. Et presque tout le film se déroule à l'intérieur de la maison et c'est presque un huis clos de 2h30. Et voilà, je vais pas... Est-ce que j'ai oublié des choses importantes ? Non. Tu auras l'occasion d'en reparler de toute façon. Ou bien, je vous cède la parole, j'ai déjà trop parlé. Mais on aime t'entendre parler, Jonas. Et ça, c'est important. C'était passionnant. Mathieu, qu'est-ce que tu en as pensé de ce film ? Moi, juste avant de parler du film, je voulais juste revenir sur Cassavetes pour une chose, c'est que les gens de notre génération à tous, alors à 40 ans près, je me mets avec vous, hein, mais on a peut-être plus, nous, notion de Nick Cassavetes
que de John, donc le fils de John Cassavetes, qui est lui-même réalisateur mais qui a été acteur aussi. Il passe une tête dans Very Bad Trip 2, typiquement il joue le tatoueur au milieu de Bangkok, qui lui aussi est réalisateur, mais réalisateur très particulier. C'est contrairement à son père, j'ai l'impression qu'il prend un peu des projets aléatoires, c'est-à-dire qu'il a tourné She's So Lovely avec Sean Penn et Travolta, qui a été un film qui a fait du bruit. Il a fait N'oublie jamais avec Ryan Gosling, c'est lui qui a réalisé ce truc où il a Alzheimer, qui est un bon film que j'ai pas vu. Après, il a fait des choses comme Ma vie pour la tienne, qui est vraiment un drame hollywoodien. Puis après, il a fait Triple Alliance, ce truc avec Cameron Diaz, cette comédie absolument improbable. Et là, il est annoncé, le trailer est sorti pour God is a Bullet, qui est l'adaptation de Boston Terran, qui est un excellent livre, qui est un des livres les plus violents que j'ai jamais lus. Donc, je sais pas comment est-ce qu'il va tourner ça avec Jamie Foxx. Il est très, très éclectique, on va dire, dans ses choix, et il est complètement à l'opposé de son père, c'est-à-dire qu'il fait du film des studios, il prend des grandes stars, il n'a pas l'air d'avoir de problème à tourner dans les trucs qui ne marchent pas vraiment, parce qu'il y a beaucoup de ces films qui n'ont pas fonctionné. Donc je trouve intéressant aussi de voir le parcours du fils, sans qu'on fasse de la psy de bas étage, mais le parcours du fils par rapport au père, où c'est pas du tout le même personnage. Et donc pour revenir au film, déjà, maintenant que je l'ai vu, je comprends enfin pourquoi est-ce qu'on ne voyait jamais la femme de Columbo dans la série. Ça explique énormément de choses. J'ai évidemment trouvé que Gena Rowland était fabuleuse dans le rôle. Je pense qu'elle crève l'écran vraiment, et j'ai du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'elle n'a pas eu l'Oscar de la meilleure actrice cette année-là, qui est partie pour Ellen Burstyn pour Alice n'est plus ici de Scorsese. Je fais une légère digression sur Scorsese. C'est grâce à lui aussi que le film est distribué, puisque le film n'avait pas de distributeur, et que Scorsese, après avoir vu le film, a menacé de retirer son film, donc Alice n'est plus ici, d'un festival de New York s'il ne projetait pas le Cassavetes. C'est ce qui lui a donné de la visibilité et qui lui a permis d'avoir un financement. C'est-à-dire que même une fois l'hypothèque de la maison faite, Peter Falk qui met la moitié et la famille qui joue dedans, il avait encore pas réglé tous les problèmes, c'est-à-dire de trouver quelqu'un qui veuille bien le diffuser en fait. Et donc c'est un film qui fait bout de ficelle, mais en même temps qu'on sent extrêmement maîtrisé. Il y a un peu cette ambiance de premier film, mais pas vraiment. Chaque plan, chaque jeu est maîtrisé, et en même temps, ça fait un peu film de potes, c'est ce qu'on disait. Il y a ce côté un peu entre deux qui marche très bien et qui du coup joue bien sur la corde raide où est Gena Rowland, en fait, à la limite du craquage, et pas vraiment comment dire, dans les clous et pas dans les clous. Et c'est le cas aussi de Peter Falk, que je trouve très très bon dans son rôle, où il est beaucoup plus bourru et perdu qu'il n'est réellement méchant. Et ça aurait été très facile en fait d'en faire une figure malfaisante du scénario. Ça aurait été très facile d'en faire un mari violent, ou un mari mal aimant, ou un mari qui ne comprend pas simplement. Et ça aurait même pu justifier certains comportements d'autres personnages. Et non, Cassavetes en fait un personnage qui est profondément bon, qui est simplement dépassé. Il la défonce. Tu trouves qu'il est bon qu'à Peter Falk dans le film? Alors, je trouve pas qu'il est bon dans les standards qu'on a aujourd'hui, mais même dans les standards de tous les temps. C'est pas il est quand même montré comme irresponsable. Il fait boire de la bière à ses enfants. Alors, j'allais y venir justement. On est sur un film très closé dans le temps. C'est-à-dire qu'on est en 70. On peut mettre 4 gamins à l'arrière d'un pick-up, leur faire boire de la bière, et ça pose aucun problème. Mais pour moi, il y a quand même le moment où aussi il provoque l'accident d'un ouvrier là, juste le lendemain de. Oui, là le montage est très particulier. J'ai pas très bien compris si c'était lui qui l'avait fait ou si c'est même la caméra change. Mais alors oui, je crois que c'est lui qui pousse, ou je sais plus s'il le pousse, mais qui provoque la chute d'un autre ouvrier. Non, pour moi, c'est pas un bon gars. Hein. C'est pas un bon gars. Ok. On pourra en discuter. Sinon, j'ai aussi le sentiment change de fréquentation, sinon Mathieu. Si c'est ça, t'es bon gars. C'est toi mes fréquentations. Pose-toi de questions. Hein. Dis pas tout, podcast. Tu veux qu'on explique qui on a croisé par ta faute là en bas de cet immeuble? Non, mais. on peut peut-être juste faire un hors-série que pour cette anecdote. C'est un aimant à cassos, Sébastien. Un aimant à cassos. Non, mais moi, je trouve que Peter Falk, alors ok, est pas dans les clous du j'aimerais pas que ce soit mon pote, et j'aimerais pas que si j'ai une fille, elle sorte avec ce mec-là, on est bien d'accord, mais il aurait été beaucoup plus simple, je trouve, d'en faire une écriture beaucoup plus monolithique de quelqu'un de méchant, comme les années 70 ont montré énormément de maris mauvais, simplement. Et c'est pas le cas. Je trouve qu'il est perdu comme elle. Je trouve que la phrase que tu disais, où il refuse d'accepter qu'elle serait folle, mais qu'elle est... il dit « unusual » en anglais. Ouais. Elle est pas dans la norme, elle n'est pas dans les clous. Je trouve on fait un personnage beaucoup plus subtil que simplement, effectivement, ce personnage où moi, effectivement, je suis pas d'accord avec les 2 scènes où il lui met une tarte. On est bien d'accord. Hein, ça n'a pas besoin qu'on épilogue là-dessus. Mais... Voilà, il aurait pu être beaucoup plus sombre comme personnage.
Et après, j'avais aussi peur que ça parte un peu en 3 hommes et un couffin, où il se retrouve avec les enfants, et il sait pas comment faire, et voilà. Et finalement, c'est le cas, mais c'est pas trop appuyé. Il les amène à la plage, on voit qu'il galère, on voit qu'il sait pas trop ce qu'il fait, on voit qu'il a jamais eu les enfants pour lui tout seul. Ouais. Mais il y a une autre relation aussi qui se développe. C'est d'ailleurs la seule fois où on sort de la maison, c'est quand il y a plus Mabel. Et voilà, il y a pas mal de choses que je trouve intéressantes. Peut-être qu'il y a des questions de budget, mais que le fait que la nuit de débauche dont tu parlais soit laissée dans le flou, quasiment entièrement, que le réveil soit aussi un peu flou et tout ça, ça donne peut-être du poids au personnage de Mabel. Et en même temps, on le comprend, je pense, vu les partis pris du tournage. Et on sent aussi que c'est un film qui, dans la lignée de Shadows, a la volonté de représenter la société multiculturelle de cette époque-là, puisque la moitié des collègues de Nick, de Peter Falk, sont noirs, ce qui, dans les années 70, pour du cinéma qui soit mainstream ou pas, est pas non plus une majorité, si c'est pas une volonté appuyée par le scénario. Il pourrait très bien avoir que des collègues blancs, et Cassavetes fait ce choix de montrer de la mixité, et c'est très très bien. Mais ne serait-ce que de mettre un personnage féminin au centre d'un film. Déjà, Oui, tout à fait. Rien que ça, et c'est le cas de plusieurs de ces films. Après, on peut se demander, enfin, Mabel, c'est assez intéressant, elle a été souvent, il y a beaucoup de féministes qui ont vu en elle une héroïne, mais ça a été aussi beaucoup critiqué parce que, justement, elle ne cherche pas du tout à partir, elle ne critique pas Nick, et Nick n'est pas réellement montré comme un méchant, c'est vrai. Puis à la fin aussi, elle est revalidée par son statut de femme au foyer. Au final, c'est ses enfants qui la sauvent, et c'est son statut de mère et de femme au foyer qui est revalidé, en fait. Plutôt qu'une femme émancipée vraiment des conventions sociales. En gros, le film, si on regarde les critiques effectivement qu'il y a eu par les mouvements notamment féministes à l'époque, le film, de toute façon, avait posé lui-même des limites qui, quelle que soit la fin et le parti pris qu'il aurait choisi, ce serait pris une critique. C'est-à-dire que c'est quand même un film qui parle de l'aliénation de la condition des femmes au foyer, qui ont trop de charges simplement mentales, aucune aide financière, qui sont dépendants de leur mari, enfin voilà, toute cette réalité-là. Et en même temps, si elle partait à la fin du film, ce que certaines apparemment féministes ont critiqué, le fait qu'elle reste à la maison, si elle partait, il est évident qu'elle partait pas avec les enfants, donc elle abandonnait ses enfants. Il y aurait eu aussi une autre critique. Si elle reste, il y a les critiques qu'elle a eues. De toute façon, il n'y avait pas une finalité qui aurait pu contenter tout le monde, ça c'est une certitude. Par contre, effectivement, Gena Rowland, entre son rôle, l'écriture qu'elle a, la mise en avant simplement d'un personnage féminin, comme tu dis, et d'une... c'est jamais vraiment précisé ce qu'elle a, mais en tout cas... elle est borderline. Quoi. Voilà, enfin, c'est ça. Ouais. Cette condition un peu d'être border, et à ma connaissance, pas trop présent dans les années, 74, c'est ça Colo, tu donnes coucou. Ouais. C'est une période où on s'intéresse quand même pas mal à ça aussi. Hein C'est un homme. Ah, bien sûr. Ok, oui. Oui, non, mais effectivement. c'est une période justement, comme tu dis, où on s'intéresse pas mal au Mais je pense que, on peut peut-être pas parler de film féministe, mais c'est un film, on pourrait dire female gaze, enfin disons c'est les termes de Iris Bray. Ouais, moi, ici, c'est source. Mais c'est elle qui a théorisé justement tout le concept de female gaze. C'est un regard qui adopte le point de vue d'un personnage féminin pour épouser son expérience. Donc je pense qu'on peut ranger ce film dans cette catégorie. Je sais pas. Oui, carrément, ouais. même. Oui. Ouais. Et puis ça dénonce effectivement un fonctionnement qui soumet les femmes à des rôles préétablis. Puis elle veut tout le temps plaire aux gens. Enfin, et c'est ça qui provoque. Cet inconfort. Enfin, Ce malaise, ce ce mal-être, ouais. Absolument. C'est bon pour moi. Est-ce que c'est bon pour toi, Mathieu? Oh, c'est ciao. Mathieu qui adore cette rêve parce qu'il est fan de Squeezie. C'est ça qu'il vous dit pas? Ah, vous allez me couper ça. Hein. C'est mort. Moi, je connaissais Cassavetes en tant qu'acteur. Je l'avais vu dans Rosemary's Baby de Polanski. Et c'est le premier film que je vois de lui en tant que réalisateur. Donc, je connais pas du tout l'œuvre du gars. Et pourtant, j'ai très, très vite adhéré au style. Cassavetes, c'est quelqu'un qui aime beaucoup placer l'acteur au centre de sa mise en scène. Pour lui, la technique doit se mettre au service de l'acteur et c'est pas le contraire. Donc, il cherche pas à composer des cadres super complexes, il se focalise pas sur l'image. Lui, ce qu'il veut, c'est être au plus proche des acteurs, laisser la performance se déployer. Et c'est clairement ce qui se passe dans Une femme sous influence. Pour moi, ce film, c'est vraiment le témoin de son amour pour le jeu des comédiens. Cassavetes n'hésite pas à faire durer les scènes, parfois en un seul plan séquence, et il aime beaucoup utiliser aussi de la caméra épaule pour toujours nous embarquer avec les personnages, et c'est un truc qui m'a beaucoup plu. C'est ce qui fait qu'on a un film qui est essentiellement basé sur des échanges, des dialogues, mais aussi beaucoup sur des silences et des jeux de regard.
Et ce qui ne se dit pas est encore plus pesant que ce qui se dit dans ce film. Et moi, ça m'a complètement absorbée. Je trouve le film étrange. Et tu as dit tout à l'heure, Joas, qu'il ne laissait pas indemne. C'est totalement ce que j'ai ressenti. C'est-à-dire que c'est une forme de sentiment où tu ne sais pas si tu as véritablement apprécié, mais il y a quelque chose qui t'a profondément marqué. Et moi, totalement, ça a fonctionné sur moi. Pareil, je trouve la performance de Gena Rowlands a coupé le souffle. À aucun moment, elle tombe dans la caricature de la folie. Et pourtant, j'ai trouvé des critiques négatives qui le disaient. Et moi, je trouve que c'est joué avec brio. Elle donne beaucoup de puissance et de crédibilité à ce trouble. Et elle est très touchante parce qu'elle a une palette d'émotions extrêmement variée. Et on pourrait même penser qu'elle interprète une femme à différents âges. Typiquement, elle est à la fois la petite fille qui joue un peu enfantine, à la fois l'ado rebelle quand elle fait certains gestes vers son mari, et à la fois aussi un peu cette figure de mère attendrie. Enfin, elle flotte un peu entre différents âges. Et c'est un truc que je trouve très intéressant. Et sa folie en elle-même lui permet de s'accorder à ses enfants et de créer une espèce de complicité qui fonctionne bien. Alors, on l'a vu, c'est quelque chose qui est décrié dans le film, de cantonner les femmes à ce rôle-là, parce que du coup, ça crée des formes de crise et voilà, ça crée un profond mal-être. Pour autant, je trouve la complicité qu'elle construit est vraiment très, très touchante. Vu elle a ce côté un peu, ce côté de folie, elle a du coup un côté régressif aussi, ce qui fait qu'elle a un comportement similaire à celui de ses enfants, et c'est ça qui effraie les autres aussi. Typiquement, quand elle organise une fête déguisée avec plusieurs enfants, elle est trop dans son élément, et c'est ça qui dérange aussi les adultes. Donc voilà, cette complicité-là rend encore plus tragique le moment de la séparation avec les membres de sa famille, et d'autant plus tragique le moment des retrouvailles, qui n'est pas du tout aussi dans la joie et voilà, aussi chaleureux qu'on pourrait s'y attendre. Le film va se terminer sur une forme de fin un peu douce amère, je trouve, et qui est assez propre au film de Cassavetes. Lui, souvent, crée des fins comme ça, un petit peu en suspens. On quitte les personnages comme on les a rencontrés, on les a saisis au vol le temps du film, et on les relâche dans la nature, et ce qui peut donner l'impression qu'on ne sait pas trop quoi penser au final. Quel est le message, ou quel est plutôt l'impression avec laquelle on est censé repartir. Et c'est aussi ce que j'ai lu pas mal de critiques qui disaient qu'ils avaient trouvé ça dérangeant à cause de cette fin. Que doit-on penser? Alors justement, Cassavetes, en tout cas, c'est un réalisateur qui aime beaucoup poser un regard sur la classe moyenne américaine, et qui pour autant n'est pas complaisant, qui observe quelque chose comme un petit peu un observateur de loin, mais qui va pas commencer à être condescendant ou filmer ça comme un espèce de zoo. Enfin, c'est pas un regard qu'il a non plus, pas de complaisance, mais justement plutôt un espèce de constat posé sur les échanges de sentiments et la place que chacun occupe au sein de la famille. La thématique de la famille est d'ailleurs très présente chez Cassavetes, apparemment. Je dis apparemment parce que je n'ai vu du coup que ce film de Cassavetes, mais j'ai très envie d'en découvrir plus. Donc ouais, je suis très contente que tu aies proposé ça. C'est un nom quand même qui revient souvent dans l'histoire du cinéma. C'est quelqu'un qui a marqué comme réalisateur, et il était temps que je commence à découvrir sa filmo. Donc merci Joas. Si je peux me permettre, pardon, j'ai dû en rattraper deux, enfin j'en ai vu deux plus, et Meurtre d'un bookmaker chinois, ça m'a pas marqué, je l'ai plus vu pour Gazzara puis pour La Perf, Je comprends. mais Gloria, que j'ai rattrapé, que j'ai beaucoup aimé, si tu veux voir Gena Rowlands de autre chose, elle est aux antipodes de celui-là, où elle joue vraiment une femme qui n'aime pas les enfants et qui se retrouve avec un enfant dans les bras, et c'est vraiment l'opposé. Et je me dis vraiment que c'est un mix entre Simone Signoret et une autre actrice à peu près dans ces années-là, où elle a ce truc un peu à la vie devant soi, et en même temps, elle a encore une quarantaine d'années, c'est encore une femme qui est magnifiée par la caméra et tout. Mais elle est à l'opposé dans Gloria, et c'est très très bien, genre à 50 plus, de voir d'autres performances, parce que j'ai pas vu d'autres films avec elle, mais... Je note, merci beaucoup du tuyau. Seb. Ouais, donc bon, la même chose qu'à Cassavetes, c'est quand même un nom qui revient assez vite, et surtout que dès qu'on sait un peu ce que c'est le concept de ce type, quoi. Enfin, tu t'en as parlé, Joas, mais genre, moi vraiment, comme on me l'a qualifié et comme j'aime le qualifier, c'est un type qui fait des films avec ses potes, et s'il faut qu'il s'endette sur 6 générations pour faire le film dans son jardin, il va le faire, et ça, c'est assez cool. Et on en a parlé, donc il a une petite parenthèse dans les studios hollywoodiens dans le début des années 60, et ce qui va vraiment marquer la scission avec ce monde hollywoodien, c'est le film Un enfant attend. Je sais pas si... Oui, c'est vrai que j'ai oublié de le mentionner, mais oui, il a travaillé sur un film, effectivement, avec je sais plus quel studio. Mais... Je sais plus, mais en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il a perdu le droit au montage à la fin, et le film qui voulait montrer les enfants, ça parle donc d'enfants autistes, le film qui voulait montrer les enfants autistes comme étant marginalisés par la société, se transforme par la mainmise des studios en un film qui montre ce que la société est capable d'offrir aux enfants autistes. Enfin, on tourne vraiment le problème, et d'un coup, c'est la société qui est capable de les aider.
Et dans ce sens-là, je trouve très intéressant de voir une femme sous influence parce que ce film montre une capacité de traiter les conditions mentales sans les présenter comme des extérieurs au monde. Au final, ce que je retiens du film, moi, c'est tout le monde devient fou selon les situations. Et on peut le voir, il y a un moment qui est très marquant pour ça, c'est que dès qu'après les retrouvailles, il reste plus que les deux époux et les enfants sont du côté de la mère. D'un coup, c'est le mari qui devient fou allié. Enfin, il chasse la mère dans la maison, il essaie de l'attraper, les enfants le rattrapent. C'est vraiment lui qui devient le fou. Et je trouve que cette capacité à présenter, justement, ok, elle a une condition mentale, mais au final, sa condition mentale est normale dans le monde dans lequel elle évolue. Elle est très normale avec des enfants. Mais encore une fois, c'est le personnage qui arrive et qui voit ses enfants en train de faire une fête costumée, elle est très normale dans son milieu-là, mais c'est le milieu extérieur, c'est le monde qui ostracise ces personnes malades et pas elle-même qui se marginalise du monde. Et je trouve ce propos très intéressant. Vous l'avez dit, tout le monde est d'accord, incroyable performance de Roland qui qui joue l'obligation d'être en retenue. Et ça, c'est ultra intéressant dès qu'elle rentre et qu'elle raconte ce qu'on lui a fait dans l'hôpital psychiatrique, parce que on l'a dit, c'est aussi l'époque où Vol au-dessus d'un nid de coucou sort et qu'on commence à dénoncer un peu ces manières de remettre les gens sur le bon chemin et qu'elle doit revenir et que le conseil qu'on lui a donné, c'est ne montre pas tes émotions et qu'elle doit être en retenue, Je trouve que c'est très très fort. Aussi, les scènes très longues dont on a parlé, ça, pour toutes les raisons que vous l'avez dit, c'est déjà très beau, c'est très esthétique. Aussi, ça permet une gradation dans le propos du film. C'est-à-dire qu'on va sans cesse passer de la situation, et là vous ne voyez pas parce qu'on est en podcast, mais je mets des guillemets, normale, à une situation, à une crise de nerfs. Et je pense à la scène où il y a tous les employés qui sont à la maison, on commence dans une situation qu'on pourrait voir à chaque fois, jusqu'à que, aux yeux de Nick, comment s'appelle la femme, Mabel va trop loin et commence à... je sais plus, elle est dans le visage de l'autre, de celui qui chante. Elle est dans le visage. Ouais, littéralement, elle est comme ça, elle se met sur... Ouais, voilà. Mais ce passage est ultra intéressant. Et en plus, aidé par une mise en scène très très sobre qui permet justement aux situations de se développer, puis de se dégrader dans la plupart des cas. Et permet aussi, doublé avec l'absence quasi totale de musique dont on a parlé avant Joas, de faire un film réaliste, cru, dur et froid. Et ça, c'est très intéressant. Enfin, le film ne laisse pas indemne parce qu'il n'est pas foncièrement agréable à consommer comme ça. C'est pas un film qu'on regarde pour ne pas se prendre la tête. Ce qui est cru, dur et froid, on le mange pas trop, effectivement. Et le premier montage durait 3h50. Et ça aurait été quand même... je sais pas, ça aurait été bien. Un petit peu dur à avaler, je pense 3h50 de ça quand même. Hein. Ouais. Il n'y a pas de blague, vraiment. Juste, c'est pas un film qui me chauffe pour 3h50, quoi. Ouais. Moi, j'aurais dit ça, on m'aurait déjà dit 40 titres, mais ça passe crème, quoi. C'était trop vieux. 3h50, c'est une Director's Cut. Enfin, il y a un moyen de le voir. Non, c'est juste le premier montage, quoi. Non, mais d'ailleurs, je crois que le montage qu'on trouve actuellement, c'est pas celui... Enfin, il y a 10 minutes en moins par rapport à la première projection. Et puis, mais je sais plus les raisons. Enfin, bref. Mais non, elle a jamais été projetée, celle de 3h50. Ouais, c'était plutôt pour des raisons évidentes. Hein. Oui, pour des raisons évidentes. Et c'est lui qui a décidé de changer. Qui s'est dit, ça fait un peu beaucoup quand même. Bon, alors, j'ai déjà plus de maison. 3h50, mais le film est déjà... Je vais peut-être faire un film de 2 heures. Le film est déjà... bon, le film fait 2h25, donc c'est un film plutôt long, mais aussi le rythme le rend long. Et bon, je ne l'ai pas vu dans les conditions idéales. J'étais à la bourre un peu pour préparer cet épisode, donc j'ai vu cet épisode à 2h du matin. T'étais à la bourre bourrée ? Dis pas tout. Donc j'ai commencé à 2h du matin à voir le film. J'ai dû mettre un réveil à 7h30 pour voir la suite du film ce matin. J'arrive, je suis frais comme un gardon. Mais même avec ces conditions, je le conseille 100 000 fois à toute personne qui veut voir un film, justement, pas condescendant, qui traite de conditions mentales, jamais expliquer ce que c'est. Effectivement, elle est un peu borderline, mais on ne dit pas ce que c'est. Et justement, je trouve que ça fait partie du discours de... Pourquoi on mettrait un nom sur cette personne qui évolue très bien dans sa sphère à elle ? C'est ce que j'allais vous demander justement, c'est, étant donné qu'il étire beaucoup les scènes, est-ce que vous avez ressenti au bout d'un moment la longueur ? Est-ce qu'il y a eu des ventres mous dans le film où vous êtes un peu plus ennuyé que d'autres moments ? Ou est-ce que pour vous, ça a filé droit ? Bon, globalement, moi j'étais toujours fatigué quand j'ai vu ce film. Ouais, c'est vrai que je sais pas pourquoi je te pose la question. On sent les 2h27 énormément. On les sent, mais je trouve que c'est...
Mais ça reste assez fascinant. Enfin, je trouve, même quand c'est long, ça fait sens que ce soit long. Enfin, c'est peut-être pénible à regarder, mais on comprend pourquoi il a pas coupé, disons. C'est pas vain, ouais. Je pense que c'est pas un film qui a pour volonté d'être agréable à regarder non plus. Non. Ah, clairement pas. Donc, les 2h27 et le rythme participent de ça. Après, on est au milieu des années 70. Le rythme, il est parfaitement normal pour ces années-là. Léo parlait de Taxi Driver avant hors micro. C'est lent par rapport à 2023. Ah bah oui. C'est pas du tout un rythme qu'on a l'habitude. Je sais que c'est pour ça que justement ça m'a fait un choc et que j'ai eu du mal à le regarder. Mais moi, j'ai vu beaucoup de ces films de ces années-là et j'arrive toujours pas à me caler au rythme du film, à me dire, ok, l'heure, c'est pas l'heure que j'ai l'habitude de passer en fait. Et donc, mais c'est la long. différence là pour ce film, je pense, c'est que aussi il se plie pas du tout aux conventions narratives. Enfin, c'est en plus. c'est tu le disais tout à l'heure. Enfin, c'est vrai qu'on a un peu un début, une fin. Enfin, justement, il y a pas de début, pas de fin. C'est un peu un enchaînement de scènes. En fait, il se passe pas. Enfin, si, il se passe beaucoup de choses, mais en même temps, fondamentalement, narrativement, ça tranche avec le cinéma traditionnel quand même. Bon, on voit l'ancêtre des films Sundance un peu. Genre, moi, c'était un peu la vibe que je retrouvais là-dedans. Ça pue l'indien américain. Ça pue l'indien américain. Comme tu dirais. Non, C'est vrai que ça pue l'indien. Non, mais tu vois, genre, ouais, c'est un peu l'ancêtre, justement, de ces films qu'on retrouve à Sundance où il se passe pas grand-chose, comme le dit Népal. Ma vie, c'est un film Sundance. Des fois, il se passe rien. Tu coupes ça. Oh. Ouais, Ça, on ne coupe pas, on met le morceau même. Oui, clairement. Mais c'est vrai que le film, si tu veux le résumer sur les scènes qui narrativement ont quelque chose de séparé, on va dire, je pense que tu peux le résumer en 5 ou 6 scènes. Il y a la présentation, le repas avec les collègues de Nick. Ça va devenir longue histoire. Ouais, la Oui. partie où elle part gentiment, toute la partie de la plage et quand elle revient. Enfin, ça se résume très vite finalement. Le Donc, meilleur exemple de scène qui s'étire et qui pourrait durer vraiment moins de temps, c'est toute la scène finale où, quand Mabel revient à la maison et que tous les invités sont partis, elle n'est plus qu'avec son mari et ses enfants, il y a, mais je sais pas, moins 4 allers-retours du rez-de-chaussée à l'étage, Ouais. puis de l'étage au rez-de-chaussée, du rez-de-chaussée à l'étage. Enfin, elle fait que de monter et descendre des escaliers et ça piétine au niveau spatial comme au niveau de l'histoire. Il se passe la même chose. Mais en même temps, comme vous avez dit, c'est volontaire aussi de nous tendre avec ce genre de situation qui se termine pas. Donc ça marche bien. Moi, je me suis pas ennuyée, en tout cas non plus. J'ai pas ressenti les longueurs. Et ça permet vraiment d'apprécier un jeu d'acteurs en profondeur aussi. Ça fait des personnages qui sont très développés parce qu'on les voit beaucoup interagir entre eux, on les voit beaucoup jouer. Donc ça donne aussi ce côté très écrit, mais très plaisant. C'est vrai. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup apprécié. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? La vie de Joas, je pense. Oui, c'est vrai. Mais vous avez déjà dit beaucoup de choses. Mais ouais, peut-être que. Mais c'est ce que tu disais aussi. Il y a ce truc. C'est un jeu hyper physique avec beaucoup de mouvements et en même temps c'est presque un huis clos comme je disais avant. Enfin, tout se passe à l'intérieur. Puis il y a une tension qui naît de ça. Et puis il y a aussi beaucoup de surcadrage, de très gros plans. Enfin, il y a un truc, une sensation, un sentiment d'enfermement qui marche méga bien, je trouve. Et justement, la longueur des scènes, elle participe aussi à ça, j'ai l'impression. Et puis voilà, je vous conseille de voir d'autres films de Cassavetes. C'est un style assez unique quand même. Là, il est à son paroxysme. Mais franchement, je suis très content que ça vous ait plu. Et puis, je crois que pour moi, on a dit l'essentiel. On a dit l'essentiel. Ah, peut-être. Tu disais juste que t'étais pas sûr de voir où il voulait en venir avec le film. Puis j'avais une citation de Cassavetes himself. Oh, damn. Et oui. Il nous dit, je cite, « Pour remplacer la narration, il faut une idée. Ce qu'il faut faire, c'est prendre une idée qu'on a à propos d'une situation et puis on la traduit en situation dramatique qui semble aussi normale que la vie de tous les jours. Comme ça, le public ne voit pas l'idée. Elle ne s'affiche pas. Et l'idée d'une femme sous influence, c'était combien ça coûte d'aimer. » Voilà. Oh, Ok, Cassavetes. dis Voilà, donc. tout simplement. Ok. Mais, Cassavetes. donc voilà, il le Je viens de casser le moment super poétique qui était en train de se construire. Non, je vois, c'était méga bien ce que tu disais, excuse-moi. Mais c'est pas de moi. Hein. C'est ouf ton idée sur les idées, incroyable. Ouais, Et c'est un faux départ pour Joas. non, mais comme c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est clair. C'est une bonne clé pour comprendre le film. Mais donc, c'est normal que le public ne voit pas l'idée. Il le dit lui-même.
comme ça, le public ne voit pas l'idée, elle ne s'affiche pas. Quand tu vois ça, du coup, c'est assez ouf qu'il donne le rôle à sa femme, parce que c'est autant un rôle qui est affreux, je pense, à jouer, qu'un rôle qui est magnifique de lui donner un rôle pareil à elle. Et il y a une relation où je pense qu'elle a dû galérer, elle, pendant les tournages au fil des films, je pense, parce que ça devait pas être simple tout court. Et jouer ça devait être extrêmement compliqué pour elle. Je comprends qu'elle n'ait pas voulu le faire en théâtre. Ouais. Et c'est marrant, il lui a écrit beaucoup de rôles. Gloria, il lui a écrit parce qu'il a dit j'en ai marre de ces femmes à enfants, je veux que tu m'écrives quelque chose où ça sort un peu de ça. Et du coup, il lui écrit ce rôle de femme qui aime pas les gosses, quoi. Ça devient des films de commande, mais par Jenna Rollins. C'est un peu ça, ouais. Il a trouvé son propre major. Et puis, oui, quelles sont vos scènes préférées? Parce que moi, j'ai adoré la scène où elle attend les enfants qui rentrent de l'école dans le bus scolaire. Oui, c'est trop bien. Puis elle est justement dans la rue, et puis elle demande l'heure à des gens qui la regardent bizarrement, enfin qui lui répondent pas. Puis elle s'énerve, et puis elle est, ouais, voilà. Et justement, il y a toutes sortes de mouvements nerveux, maladroits. Et puis quand ils arrivent justement avec le bus, il y a une musique qui commence. Et puis elle fait la course avec les enfants jusqu'à chez elle. Enfin, je trouve que c'est une scène hyper touchante. Et c'est justement après cette scène qu'il y a le père des camarades des enfants qui vient à la maison. Et ça aussi, je trouve très drôle parce qu'il est hyper mal à l'aise. Et puis elle est en train, je crois qu'elle danse avec les enfants et puis avec les ballons. Enfin, là, ouais, j'adore cette scène. Voilà. Moi, je pense qu'il y a des scènes qui m'ont mis profondément mal, et du coup, c'est celle-ci que je citerai. C'est autant celle où elle veut pas partir à l'hôpital psychiatrique, et du coup, elle monte vite voir ses enfants, elle les serre dans ses bras, et on lui enlève son enfant, elle crie. Et là, j'avoue que c'est un peu, c'est une petite épreuve à regarder, et un peu à égalité avec tout le moment où elle revient à la maison avec trop d'invités, et où je sais plus qui a dit, elle est forcée à se contenir. Je crois que c'est toi, Mathieu, qui a dit ça. Non, c'était moi. C'était Seb. Alors, c'était un truc intelligent, j'avais pas l'habitude, mais oui, du coup, c'est Seb. Ok, mec. Et ça, j'ai beaucoup aimé aussi cette scène-là, que je trouve très... Enfin, là, tu sens tout le poids des conventions, elle doit vraiment se contenir, puis une fois qu'il n'y a plus les invités, il y a tout qui relâche, quoi. Donc, très fort, ça. Moi, aussi. je pense à une scène sur la plage où c'est Nick qui va avec les 3 enfants. Et là, on voit justement que Nick est inadapté à survivre avec ses 3 enfants. Et à quel point, là, d'un coup, c'est lui qui devient ridicule. Enfin, son gosse, littéralement, la Maria se part en courant, veut pas revenir, il doit la porter. Enfin, et là, ouais, moi, c'est une scène qui m'a pas mal marqué dès que j'étais un peu parti sur ce truc, justement, de tout le monde est fou, quoi. Moi, j'ai pas une scène spécialement préférée dans la mesure où c'est... Pour être honnête, c'est un film que j'ai aimé, mais c'est pas un film que j'ai aimé regarder. Donc, j'ai pas de scène phares qui me viennent comme ça en tête, parce que toutes les scènes sont étirées jusqu'à l'impossible, en fait, jusqu'à la rupture quasiment. Donc il n'y en a aucune où je me dis ah tiens, celle-là j'ai vraiment aimé la voir, et voilà. Après, la scène de fin, une fois que les invités sont enfin partis, ce qui prend un certain temps quand même, toute la scène où il y a cette tension, on ne comprend pas ce qu'elle va faire jusqu'à ce qu'on voit ce qu'elle compte faire, où elle est arrêtée à temps, je trouve que marche très très bien en termes de tension, parce qu'il se mêle elle avec son propre délire à ce moment-là, Peter Falk qui essaie de l'arrêter, les gamins qui viennent se rajouter, et ça commence, la mère, je crois qu'elle est encore là, et ça commence à rajouter trop d'éléments qui font qu'il a que 2 bras au bout d'un moment, et il peut pas courir après tout le monde, mais tout le monde court en même temps, tout le monde court sur lui. Après, il y a un petit peu trop d'aller-retour en haut en bas, je trouve, mais il y aura peut-être cette scène-là, mais c'est pas un film, j'étais pas ouf en sortant, quoi. J'ai vu un autre film plus léger derrière, quoi. Ça m'a fait quelque chose quand tous les enfants disent maman, on t'aime, puis elle dit oui, c'est assez, c'est suffisant. Ça m'a fait un truc, mais pas du bien, quoi. Tu vois, j'étais pas bien en sortant du film, quoi. Donc, j'ai pas une scène phare, tu vois, qui me... Voilà, je trouve que c'était... L'enchaînement des scènes et le jeu est excellent, mais j'ai rien à en retirer spécialement. Et toi, Joës? Il l'a dit. Ouais. C'est vrai. Alors, elle lit le podcast, mais n'écoute pas les invités. 12. Et toi, Léo? 12, moi, perso. Toujours 12. Ouais, on est vraiment au 12 aujourd'hui, là. T'as vu les bandes annonces, Léo? Mais pas du tout, parce qu'en fait, je vais clairement un peu jouer du violon, mais je n'avais pas le nom du film. Et quand j'ai dit ça tout à l'heure à Seb, il a dit si, je l'avais envoyé sur le groupe il y a des mois, et j'ai pas dit que j'avais cherché le nom du film. Je l'avais juste pas comme ça donné, et voilà. Donc non. C'est quand même dingue, comme t'as toujours une excuse pour c'est pas voir les dingue, films. Mais écoute, ouais, il y a un truc, je crois, qui s'est passé pendant mon adolescence quand j'allais pas en cours, où j'ai appris en fait à tout le temps me justifier. Tu vois. Du coup, j'ai toujours le dernier mot. Est-ce que ça t'a donné envie de le regarder au moins? Oui, en vrai, grave. Franchement, grave. Tout à fait. Bon bah parfait, c'était le but. Peut-être dans 3 ans.
On sait pas. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter sur ce film? Bah non, à part merci Joas. Merci beaucoup, Ouais. Joas, pour cette proposition. Mais merci à vous. On va tout de suite passer à un autre petit jeu, parce que oui, c'est un épisode hors série, donc on est aussi là pour s'amuser. Et donc, on vous propose un Cougar Town Game, comme on a déjà fait dans cette émission, mais un petit peu différent. Pourquoi est-ce qu'il est différent, Mathieu? Mais je vais te le dire, Marjorie. Eh ben, let's go, Mathieu. Je déteste cette alchimie là. Je déteste ça. l'adore. Parce qu'on est deux contre toi, t'as l'impression que ça te rappelle la cellule familiale, t'es pas bien. Oh là. Oh damn. Oh là là. Oh damn. Oh là là. Donc, je rappelle rapidement ce que c'est un Cougar Town Game pour Joas, notamment, qui était parlé des émissions précédentes. Donc, c'est un jeu qui a été créé dans la série Cougar Town, créé par Bill Lawrence. Comme ça, on aura cité Bill Lawrence au moins une fois aujourd'hui. On a atteint le point Bill Lawrence. On a atteint le point Bill Lawrence, exactement. Donc, on l'a appelé le Cougar Town Game parce que, quitte à plagier, autant le faire avec honneur, quoi. Enfin, ça vient de là, complètement. Donc, le concept est en fait assez simple, c'est que on vous donne un scénario qui est inventé et qui mélange l'histoire de deux films dont les titres sont proches et qui sont mélangés. Vous devez retrouver les deux titres, le titre mélangé. Donc, l'histoire d'un policier qui infiltre un gang de surfeurs commettant des casses et qui est rejoint par une bande d'ados échappés de leur ordre de retenue, ce serait Point Break Fast Club. Oh là là. Oh là là. Parce que, voilà. Et aujourd'hui, c'est un petit peu différent parce que Marjorie en a écrit aussi de son côté. Donc, moi, j'en donne une partie, Marjorie en donne une partie. Ça permet à ce que tout le monde joue. Marjorie, je te laisse commencer. C'est parfait. Alors, je commence et vous remarquez que c'est la première fois que je propose un petit jeu. Donc, c'est l'histoire d'une future actrice et d'un passionné de jazz qui tombe amoureux dans un Los Angeles ravagé par les zombies. La Zombieland. Bravo, Ouais. Seb. Oh. C'était vraiment très rapide. Oh mais là là. Bravo. j'ai fait en sorte que ce soit un petit peu plus simple pour contrebalancer le niveau expert de Mathieu. Moi, je suis très content qu'il y ait Joas parce que ça fait une personne de plus qui a peut-être vu des films. Pas sûr. Hein. Mais allez. Lala Zombieland ou Zombie La La Land. Plusieurs versions Ah oui, possibles de c'est cette vrai, réponse. c'est vrai. Ah ouais. Alors, bon, je vous annonce que je ne sais pas du tout ce qu'a Marjorie sur son téléphone de prévu, donc peut-être que je m'avance trop vite, mais moi, je commençais à galérer. Donc, c'est pas mon run le plus simple. Je vous annonce, je suis désolé. Ça se passe en Asie et c'est Orson Welles qui doit enquêter après avoir sauvé Rita Hayworth de l'agression par un robot, alors que les lois sont claires, un robot ne peut pas blesser un Shanghai être humain. Robot. La Dame de Shanghai Robot, exactement. Oh là Oh là. là là. C'est quoi le premier titre, La Dame La de Dame de Shanghai? Shanghai et iRobot. La Dame de Shanghai Robot. Ouah, ok. Attends, GG. Merci mec. Ok, Alors moi, là, on va aller sur un truc beaucoup plus accessible. Vous êtes prêts? yes. C'est l'histoire de DiCaprio, un expert courtier qui utilise son ouïe très fine pour reconnaître le bruit de n'importe quel sous-marin. Le chant du loup de Wall Street. Oh, le chant du loup de Wall Street. Juste, je dis rien. Mais il est bien. Non mais Joas c'est parti pisser au début du jeu, c'est pour ça qu'il a rien dit. Mais il arrive. Tu t'as levé les mains ou moi, Joas? Tu peux arrêter de toucher ce micro, s'il te plaît? Arrête de toucher mon micro, Joas, c'est dégueulasse. C'est toujours auditif, les mecs. Hein. Allez, à toi, Mathieu. C'est Alain Delon et Romy Schneider qui se prélassent dans leur maison au bord de l'eau pendant que Mickey Rourke et Bruce Willis tentent de sauver leur ami prostitué assassiné dans une ville pourrie et corrompue, le tout en noir et blanc. Plein soleil. Non. Quoi? Non, au bord de l'eau, pas la mer. Donc, on revient à ce que j'ai dit. Tu balances 4 blagues que je connais pas, donc c'est Alain compliqué. Delon. Bon. Oui, non, mais Bruce d'accord. Willis. Je sais pas à quel film ça fait référence. Oh C'est damn. un film de 62 et c'est pas Plein Soleil du coup. Alain Delon, Romy Schneider. Très connu. Ah mon dieu. Joas, faut que tu nous aides là. J'aimerais bien, mais attends. Oh là. Ouais, je vous ai dit que ça allait être C'est pas galère si cette fois. là-bas. Putain, ouais, c'est une colle. La piscine City. La piscine. La piscine et Sin Sin City. City. La Putain, Sin oh là là, City. putain. Ok, GG. Non, il était méga dur. Il était méga dur. C'était méga dur, je vous ai dit, mais c'est compliqué hein, au bout d'un moment de trouver des jeux de mots. Très technique. Ok, c'est DiCaprio toujours qui, après avoir participé à une fête chelou où tout le monde portait des masques, est envoyé sur une île dans un hôpital psychiatrique pour guérir son Eyes trauma. Wide Shutter Island. Exactement. Seb a décidé vraiment de pas faire semblant de réfléchir. Eyes Wide Shutter Island. Seb joue tout seul. Exactement. Joas, tu l'aurais eu celle-là ou pas? Bah oui, j'avais les deux films, mais Ah, bon. mais il est trop rapide. Tu peux dire que t'as écrit avec Seb. Hein. Je me fais valoriser des manières que je peux, ok? C'est pas sur mes critiques que je gagne. Hein. Celui-là, je vais le sauter parce que ça va être galère sinon. Franchement, mettez-moi des blancs comme ça. Non, mais là, on le voit même pas au podcast, mais tout le monde a tourné la tête. C'était devenu palpable. Oh, damn. Je
Je vais sauter l'un autre que j'avais prévu parce que même moi, je l'aurais pas trouvé. Ouais, bon, alors là. C'est l'histoire d'une famille coréenne qui se fait embaucher comme personnel de maison chez des riches. Alors qu'ils prennent le contrôle petit à petit, ils découvrent dans la cave un étrange alien qui cherche à rentrer chez lui. Parasite. Parasite, putain. Ah, yeah. D'ailleurs, ça pourrait totalement être le titre d'un film, Parasite. Parasite. Ça marche très bien. Joas, moi je te dis, c'est toi qui réponds à celle-là, je suis sûr que tu l'as. C'est l'histoire de deux amis qui partent en voiture pour oublier leur vie de merde et qui se rendent en Grèce pour chanter et danser en salopette bleue. Et qui croisent Brad Pitt au passage. T'as la chance. Mia. Ouais. Tel Oui. Mamma Mia et Louise. Exactement. Oh là là, trop bien. Il est très très bien celui-là. C'est Noël, tout le monde prépare les fêtes. Le Premier ministre anglais, une femme qui découvre que... On l'a fait. Premier ministre en grève. Attends, je redescends 2 secondes. C'est Noël, tout le monde prépare les fêtes, le Premier ministre anglais, une femme qui découvre que son mari le trompe, un écolier amoureux de sa camarade, etc. Parmi eux, un couple de Chinois adultères qui découvrent au fil des plats de nouilles qu'ils échangent que leurs conjoints respectifs sont également ensemble. In the Mood for Love Actually. Oui, In the Mood for Love Actually. C'est l'histoire d'un pilote d'avion de la Seconde Guerre mondiale chargé de protéger des soldats anglais sur une plage, mais devenu alcoolique suite à une expérience à la con avec ses potes. Dunkerque. Dunkerque, bravo Léo. Il est super bien. Il est incroyable. Dunkerque, trop bien. Attends, on peut réavoir le résumé. C'est l'histoire d'un pilote d'avion de la Seconde Guerre mondiale chargé de protéger des soldats anglais sur une plage, mais devenu alcoolique suite à une expérience à la con avec ses potes. C'est très très bien. Elle est trop Et bien. vous savez ce qui est encore plus drôle, c'est que j'ai dit bravo Léo. Quoi Elle a dit quoi? Bravo Ça a Léo, l'air je d'être crois. très drôle parce que... Tu as dit? J'arrive pas à parler. J'ai dit bravo Léon. Bravo Léon. Je m'excuse pour ça. Je Il y m'excuse. a pas de Ah, souci. tu l'appelais Léon. Je dis bravo Mais Léon. Il y a pire. Ah, franchement, Voilà, ça excuse-moi va. pour Ça fait ça. actuellement 6h45 qu'on est ensemble. Oui, c'est Ça vrai. commence à se ressentir. Celui-là, il est un peu tricky, mais il est dans le thème. C'est Jana Roland a des problèmes qui l'empêchent de s'occuper correctement de sa famille malgré un mari aimant. Sa rencontre avec Kevin Costner, un soldat de l'Ouest et membre d'une tribu indienne des Grandes Plaines, l'aidera-t-elle à s'en sortir? Je pense que la rapidité de lecture du résumé joue beaucoup Wow. sur les réponses. Alors, moi je vais pisser. ma faute. Jana Roland a des problèmes qui... Il y a déjà joué à skier. Joas, reviens, on n'a pas fini. On n'a pas fini, Joas. Rebonjour. C'est Jana Roland qui a des problèmes qui l'empêchent de s'occuper correctement de sa famille malgré un mari aimant. Sa rencontre avec Kevin Costner, qui est un soldat de l'Ouest et membre d'une tribu indienne des Grandes Plaines, l'aidera-t-elle à s'en sortir? Ouais, c'est une femme influente. Mais non, Marie aimant, c'est pas possible. Ouais, mais alors Mathieu, il a pas très bien Mais compris le Mathieu, film, je crois. il est- Malgré un mari. Malgré un mari Mais attends, tellement c'est quoi le tendre film avec elle. Kevin Costner, Je sais pas. femme sous Il a influence. pas fait beaucoup de films bien, Kevin Costner. Field of Dream. Mais c'est pas ça. Non. Quoi ce truc? C'est là où il joue du baseball avec son père Bon, mort. vous avez tous le premier film. Oui, une Une film. femme sous influence. Voilà. Maintenant, comptez que je suis un petit peu fatigué quand j'écris ça. Avec Kevin Costner, il a plein d'Oscars. C'est pas Waterworld. C'est pas Waterworld. Je sais pas. Eh Une ben. femme sous influence avec les loups. Oh là là, oui, bah oui. Ah, mais Oui. Influence. Oui, en ok. plus c'est bien. En plus c'est juste voilà. On Et est je suis fatigué à ce aussi. moment-là, hein, vraiment. hein. C'est l'histoire d'une femme à barbe dans une troupe de cirque hors du commun qui réalise qu'elle est en fait filmée pour une télé-réalité. C'est le film qui est sorti avec Bradley Cooper, le premier. Attention, il faudra dire le titre de la bonne manière, c'est un peu technique. Mais C'est attends. ce film avec Hugh Jackman, là? Oui. Ah putain. True Greatest Showman Show. The Greatest Truman Showman. Ou The Greatest True Showman. C'est aussi possible. Elle était bien. Bon, à la fin, le niveau est redescendu, donc vous pouvez vous rassurer, c'est un peu plus simple. Alors qu'un robot remonte le temps pour assassiner la femme responsable de la destruction de l'humanité, des animaux spécialistes en arts martiaux vont s'opposer à lui pour le protéger en mangeant des pizzas. Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? J'ai décroché une seconde. Oh, le manque de respect immense. Alors qu'un robot remonte le temps pour assassiner la femme responsable de la destruction de l'humanité, des animaux spécialistes en arts martiaux vont s'opposer à lui pour le Terminator protéger. Ninja. Il y a Kung Fu Panda. Kung Fu Non, Panda. non, c'est Tortue Ninja. Terminator Tortue Ah. Ninja. Terminator Tortue Ninja. Terminator Ninja. Terminator Joli. Joli. Putain, je l'avais, j'arrivais Très, très bien. pas à faire le. Ouais, moi non plus. Ah. Au début, c'était les Terminator Ninja. J'étais là, J'ai eu c'est Kung Fu bien. Panda aussi d'abord, après j'étais genre non, ça n'a aucun sens. Je mange pas de Tu pizza. pouvais pas donc, dire tortue au bout d'un moment. Ouais, non.
C'est l'histoire d'un petit fan qui, après avoir perdu sa mère brutalement, se retrouve à la tête d'un matriarcat, accompagné de son fidèle ami, le lapin Ken. Bon, Barbie. Barbambi. J'aime bien Barbambi, moi. C'est un bon nom. C'est un nouveau personnage de Papa. Oh. Tu crois que les Républicains, ils auraient préféré Barbambi s'ils pensaient qu'ils pouvaient chasser par-dessus Oh, Ouais, technique. Ouais, elle est politique celle-là. Elle est niche. Hein. Moi j'aime bien le lapin Ken. Je sais pas ce que vous en avez Était pensé. super. Ça change de pompon, effectivement, mais bon. Ouais, non, c'est des synonymes un peu. Ken. Elle est pas très très bien. Alors, Elle est pas très technique elle, pour le coup. L'inverse de technique. ah, beauf de France, quoi. Un ancien militaire, fraîchement revenu du Vietnam, déambule de ville en ville en essayant de canaliser ses pulsions. Un jour, il tombe sur un reporter excentrique tout droit sorti du Kazakhstan qui décide de l'interroger. Ah, Joas peut-être. C'est tout bête en plus. Hein. Joas. Moi, j'ai l'échelle de Jacob. Bah, il y a Taxi Driver. Non. Non. Stallone. Rocky. Non, l'autre. Bah, Rambo plutôt. Mais... Ouais. Et un journaliste. Rambo Jack Horseman, non. Oh, Oh là alors là. non. Oh, ça aurait été dingue. Non, parce été que je bien. prends pas de série. Non, un journaliste kazakh. Complètement fou. Qui Sacha Baron Cohen. Ah oui. Ah putain, Rambo Rat. Rambo Rat, bah oui. Rambo Il y a Rat. Rambo Rat, c'est Beaucoup de exceptionnel. dédain dans ce. Ah ouais, Rambo Rat. Rambo Rat Rat. et Barbambi. Oh, c'est Ah, bien. chouette Disney à venir. Ah ouais, on dirait une série Netflix dessin animé pour adultes. Rambo Rat et Barbambi. C'en est fini pour ce petit jeu. Moi, j'aurais eu un petit jeu de mots éventuel avec un nouveau Nolan et un ancien Cassavetes. Opening Night Timer. Pas mal. Pas mal. Pas terrible. Pas mal. J'avais envie, c'est pour être dans le thème de Ça l'émission. va. Le jeu est fini. Le jeu est fini. Le jeu est terminé. Ça t'a plu, Joas? Le jeu. Mais il l'a pas vu, il était pissé pendant Mais le jeu. ouais. Il vient de revenir. Ah, vous avez fini. On a cassé Joas, je crois. Ouais. Juste 12. En tout cas, on arrive gentiment au bout de cet épisode hors série et il y en aura certainement plein d'autres. En tout cas, c'était un plaisir d'avoir un invité. Ça change un petit peu de nos voix habituelles. Peut-être que nos auditeurs commencent un peu à se lasser de nous, on ne sait pas. Et est-ce que tu reviendrais si on te faisait une autre invitation ou est-ce que tu es un peu trauma et tu vas jamais nous revoir? Il faut savoir que Joas est à 3 mètres du micro. Donc de toute façon, il y a le temps de réflexion plus le temps de se rapprocher du micro. Ce qui Pardon. donne 15 secondes en Oui. moyenne. Avec grand plaisir. En tout cas, nous, on a adoré t'avoir ici. Hein. On dirait qu'il a un gun sur la tempe. C'est exactement ce que j'allais dire. Oui, j'ai adoré. Non, on a adoré t'avoir ici, Joas. C'était un plaisir. C'était un plaisir. Plaisir partagé. Et Mathieu, un petit mot de la fin peut-être? Ouais, merci pour ce film, Joas. Et merci de ta présence. Et merci pour ce demi-Cougartown Game avec moi, Marjorie. Eh ben Et oui, Seb, salut. Merci, Mathieu. c'est la fin de cet épisode. On se retrouve bientôt pour le début de la saison 2. D'ici là, voyez plein de films. À Ciao, tout ciao, bientôt. les gars. Ciao, Ciao, ciao. 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 12. 12.